qui nous accompagne maintenant depuis plus de 10 ans. Juste pour vous rappeler qu'il a été fait la mise à jour après 10 ans de suivi. Et cette étude montre que donc après 10 ans, plus de 50% des patients qui recevront la maintenance par rituximab seront sans progression et donc d'épargne thérapeutique. Donc on a un lien avec cette molécule et cet entretien de 6 ans par rapport à la simple observation. Ça, c'est une donnée qui est importante pour les patients, parce que les patients sont sensibles à la rechute. Pour nous, on est sensible au temps après le prochain traitement, c'est le moment où on va réinitier un nouveau traitement. Et là, vous voyez que si on gagne encore 6 ans, on sera probablement autour de 13 ans de time to make treatment, ce qui constitue quand même aujourd'hui un enjeu, en tout cas une communication avec vos patients qui est complètement différent lorsque vous rencontrez un lymphome folliculaire en première ligne. Vous savez que les Français et les Européens vivent beaucoup les traitements d'entretien, surtout parce qu'on utilise beaucoup de choc, qui était la chimiothérapie la plus importante dans le protocole PRIMA. La plupart du reste du monde, et notamment les Américains, utilisent essentiellement de la bendamustine, et le bénéfice de la maintenance après la bendamustine n'était pas acquis, il n'est toujours pas à mon sens, après le rituximab, mais cette étude, qui a été une étude rétrospective, qui était en fait l'étude Bright, a montré que la durée de la réponse, et même la survie, de façon étonnante, semblait être plus important lorsqu'on faisait du rituximab après l'association bendamustine-rituximab. Je vous rappelle que dans PRIMA, le traitement d'entretien ne modifie pas la survie, c'est un argument supplémentaire pour les Américains pour ne pas faire le traitement d'entretien dans les lymphomes folliculaires. Donc c'est étonnant que dans une étude dont la méthodologie est très critiquable, eux retrouvent un bénéfice à la survie globale de faire l'entretien après l'association bendamustine-rituximab. Une étude qui est passée peut-être inaperçue parce qu'elle a fait l'objet d'une publication dans Lancet cet été, c'est l'usage du rituximab en première ligne et de son influence sur la survie des patients et l'avenir des patients. Et certains lymphologues avaient quelques réticences à utiliser du rituximab en première ligne, notamment en monothérapie chez certains patients, du fait de quelques papiers qui traînaient un petit peu dans la littérature sur peut-être le risque de rechute plus grave après, notamment de transformation, de plus grandes difficultés à rattraper les patients. Donc cette étude qui a été publiée par notre ami italien, qui a regroupé plus de 3000 patients, a analysé les patients qui progressaient après un traitement d'entretien par rituximab, et cette étude montre très clairement que les patients qui ont du rituximab en première ligne ont ensuite moins de risque de transformation que ceux qui ne reçoivent pas de rituximab en première ligne, quelles que soient les modalités d'administration du rituximab. Et on voit très bien sur la diapositive de droite que les patients qui reçoivent du rituximab pendant l'induction et pendant l'entretien, s'ils en reçoivent, vont avoir un risque qui va être encore diminué comparativement à ceux qui ne reçoivent que pendant l'induction ou ceux qui n'en reçoivent jamais. Donc ça, c'est un argument fort qui vient appuyer les résultats du PRIMA pour dire qu'il faut faire un traitement d'entretien, un traitement d'induction et un traitement d'entretien. Et pour ceux qui font du rituximab chez les lymphomes folliculaires de faible masse ou intermédiaire, ou des patients âgés qui ne veulent pas faire de chimiothérapie, ou à l'inverse des patients jeunes qui sont un peu en difficulté par rapport à la maladie de faible masse, faire du rituximab n'altérera pas ou n'obérera pas la survie de ces patients. Lorsque dans cette étude, ils regardent bien sûr les patients transformés versus les patients qui sont non transformés, c'est celle de droite, on a un pronostic qui est très défavorable, mais surtout, lorsqu'on regarde la survie des patients qui sont transformés, on n'a pas de modification de la survie après la deuxième ligne, quelle que soit l'utilisation du rituximab en première ligne. Une autre publication qui est arrivée de PRIMA, c'est la validation d'un nouveau score pronostic par Emmanuel Bachy, qui a eu la sagesse d'inventer, ou en tout cas de mettre au point un index pronostic qui soit facile à retenir après 45 ans. Puisque avec la bêta-2-microglobuline et l'infiltration ou pas de la moelle, je sais que ça concerne pratiquement personne ici, mais simplement la bêta-2 et la biopsie médulaire fait que vous appréhendez avec facilité trois facteurs, trois groupes à risque. Ce qu'on va voir sont très pronostiques de la PFS et de la survie. Pour ceux qui avaient oublié que la biopsie médulaire est importante dans le traitement, dans le bilan d'évaluation de la maladie, c'est par contre un peu ennuyeux. Ceux qui voulaient éviter les patients, une biopsie médulaire pour les patients, ça par contre c'est un peu ennuyeux. Ça, c'est la comparaison donc du PRIMA-PI, du FLIPI 1 et du FLIPI 2,
Et on voit que la capacité de discrimination de cet index est tout à fait satisfaisant et au moins aussi équivalent que le philippin et le philippino en termes de PFS. Ce IPI donc, a été appliqué au PRIMA, et puis vous savez aussi que depuis maintenant 2014, un autre facteur pronostic apparaît, qui est un facteur pronostic qui est évident à tous les cliniciens, c'est que les patients qui ne vont pas bien, qui ne répondent pas ou qui progressent, ils vont moins bien que les autres. Hein. Et ça a été matérialisé par ce concept de progression dans les 2 premières années. Et donc lorsqu'on applique ce cut-off chez les patients du PRIMA, on voit sur la diapositive de droite qu'effectivement les patients qui progressent les 2 premières années ont un moins bon pronostic que les autres. Si on regarde en fonction du traitement reçu, on voit ici que les patients qui progressent et qui ont reçu un traitement d'entretien et un traitement d'induction, ils ont une PFS qui est très faible. Ce qui signifie, c'est un peu le même message que tout à l'heure Laure pour la MRD, c'est-à-dire que plus on améliore les résultats, plus on sélectionne des patients qui, quand ils ne répondent pas, ont une mauvaise survie et sont des patients de plus en plus graves. Donc, dans PRIMA, avec l'entretien en plus de l'induction, lorsque vous avez une progression précoce dans les 2 premières années, vos patients sont plus graves que lorsque vous ne faites pas d'entretien. Et ça a été objectivé dans l'essai Gallium. Vous savez qu'il associait G chimiothérapie versus R chimiothérapie avec un bénéfice substantiel et une réduction du risque de progression de 30 à 40% avec l'usage du G. Ça se matérialise ici aussi, puisque même avec le bimutuzumab, on a une réduction de la survie chez les patients qui progressent. Et comme vous l'imaginez bien aussi, plus le patient progresse précocement, plus il va mal. Et si vous souhaitez, puisque c'est très difficile d'identifier ces patients qui vont progresser les 2 premières années, si vous souhaitez un petit peu réduire ce risque-là, vous pouvez utiliser le G par rapport au R, puisque le nombre de patients qui vont avoir un événement dans les 2 premières années est plus faible, ce qui est une notion évidente, puisque le G améliore la PFS par rapport au R, c'est Gallium il y a 18 mois, donc dans les 2 premières années c'est aussi vrai, et ce risque a été quantifié d'un point de vue statistique, environ 46%. Alors, le mieux c'est effectivement de prédire les patients qui vont progresser. Il y a l'étude Flash qui a regroupé plus de 5000 patients à partir de 15 études, qui a déterminé des facteurs favorables ou défavorables dans une population qui était très hétérogène, qui recevait ou pas des anthracyclines, ou pas du rituximab pendant l'induction, pendant la maintenance, mais jamais de bimutuzumab. Et on peut retenir que les patients qui sont en réponse complète, qui ont reçu du rituximab, qui ont reçu l'anthracycline, ont une moins grande probabilité de progresser au cours des 2 premières années. Et lorsqu'on applique l'index pronostic de Emmanuel Bachy, donc bêta-2-microglobuline et biopsie tubulaire, on retrouve un index qui va discriminer quasiment 38% de la population du côté des high risk, avec ces 38% qui vont progresser pendant les 24 premiers mois. Je vous rappelle qu'avec PRIMA, c'est à peu près 20% des patients qui progressent de façon globale dans les 2 premières années, et avec Gallium, c'est à peu près 16%. Donc là, PRIMA-PI permet sans doute d'identifier un petit peu mieux ces patients qui vont progresser. Relevance, que vous connaissez, qui était un essai de supériorité d'un schéma associant Revlimid rituximab à un traitement conventionnel d'immunochimiothérapie avec 2 objectifs principaux qui étaient le taux de réponse complète à 120 semaines, et la PFS. Et vous voyez qu'il n'y a pas de modification de la réponse et qu'il n'y a pas de modification de la PFS. Donc cet essai est négatif sur l'objectif principal. La tolérance des 2 molécules est différente, et c'est en ça où on est un petit peu gêné, nous cliniciens, parce que c'est vrai que l'association rituximab-Revlimid présente un profil de toxicité qui est relativement satisfaisant pour nos patients, qui les épargne de troubles digestifs significatifs ou d'alopécie, et qui les épargne de cette neutropénie fébrile qui est rencontrée assez souvent. Néanmoins, il y a eu plus d'arrêts de traitement du côté R2 que du côté R-CHOP. Alors, est-ce que c'est parce qu'on avait plus l'habitude de gérer du R-CHOP que de la toxicité du R2, mais il y a plus d'arrêts de traitement du côté R2. Un petit mot sur une molécule que vous connaissez pour certains, puisque vous avez vu des patients qui recevaient cette molécule, qu'on appelle le casemetostat, qui est un inhibiteur de ZH2. C'est un inhibiteur du complexe PRC2 qui va modifier la methylation de certaines lysines d'un histone.
Et il y avait une grande phase 2 internationale qui est sortie il y a quelques années. Et là, c'était les données concernant la population des lymphomes folliculaires, qu'ils soient mutés ou non mutés. Vous savez que dans 20% des lymphomes, il y a une mutation de ZH2 et que cette mutation de ZH2 va activer le côté répressif de certains gènes pro-oncogéniques dans le lymphome folliculaire et DLBCL. Donc c'est une population de lymphomes folliculaires standard. Je vous passe les détails cliniques. Ce qui me paraît essentiel, c'est de regarder que lorsqu'on est muté, on ne progresse pas. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui a un lymphome folliculaire qui est muté pour ZH2, que vous le mettez sous inhibiteur de ZH2 comme tazobactam, et bien sa maladie ne va plus progresser. Ça ne veut pas dire qu'elle va être en réponse complète, hein, il n'y a que 11% de réponse complète, mais il y a 61% de réponse partielle et 30% de maladie stable. Et le reste, c'est la réponse complète, et il y a 0 maladie progressive. Donc ça, c'est assez étonnant. Ça veut bien dire qu'on cible quelque chose qui est un driver de la maladie, mais qui est un driver insuffisant pour être actionnable de façon durable, de manière à avoir une réponse. Pour les patients qui sont white type, les réponses sont un petit peu moins satisfaisantes, même si elles sont de la même manière un petit peu caractérisées par des maladies stables. Je voulais terminer par un peu d'immunothérapie, juste pour vous dire qu'il existe des immune checkpoint lymphoïdes, je crois qu'on les connaît bien avec PD1, PDL1. Il y a aussi sur le tissu lymphoïde ce même type de molécules qui viennent un peu discuter et moduler la réponse immune. Donc là, je voulais vous présenter une molécule qu'on appelle le CD47, qui est exprimée par certaines cellules malignes et qui est surexprimée dans les formes graves d'hémopathie lymphoïde B, qu'il s'agisse de lymphome diffusant de cellules B, de lymphome folliculaire ou de LLC, et que cette expression à son niveau est corrélée au level pronostic. Le récepteur de CD47, c'est SIRP-alpha, et quand on colle CD47 et SIRP-alpha, on induit on induit une inhibition de la phagocytose. Et donc, il y avait un papier de Chao dans Cell 2010 qui montrait très très bien que si on venait inhiber l'inhibition de la phagocytose, donc on activait la phagocytose. Et comme le rituximab est une IgG1, il induit une phagocytose, dont l'idée qui a suivi de ce papier d'associer le rituximab à un anticorps anti-CD47 de manière à amplifier la phagocytose induite par la CD20. Et juste pour vous montrer cette diapositive, alors vous allez me dire que c'est une petite phase 1B, il n'y a pas beaucoup de patients, mais c'est une équipe institutionnelle qui a fait ça depuis le début, la description du checkpoint, le développement de l'anticorps, le sel et l'essai clinique. Et je crois qu'autant à Toulouse qu'à Montpellier, on aimerait bien pouvoir faire ce genre de travaux et aller jusqu'à l'essai clinique. Donc c'est bravo pour eux. Et puis c'est quand même 50% de réponse objective de façon globale, 14% de réponse partielle, 36% de réponse complète. Donc 43 dans la lymphome folliculaire. Alors vous allez me dire, la lymphome folliculaire, ça répond à tout. Oui, vous avez raison, mais c'est quand même une histoire intéressante. Voilà. Je m'arrête là, et avec Lucie qui va me rejoindre, on va répondre à vos questions.